Amis internautes, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 7e émission de Passé Présent qui a pour titre Autobiographie et mouvement ouvrier. Alors, de nombreuses autobiographies ont été publiées ces dernières années. Leurs auteurs sont célèbres, comme Maurice Thorez ou Charles Tillon. D'autres le sont un peu moins, comme Marcel Baudy, un des 4 premiers communistes français, ou Pierre Girardot, député communiste des Alpes de Haute-Provence. Alors, parmi toutes ces confessions, toutes ces mémoires, je voudrais citer 2 titres. L'un, parce qu'il me semble révélateur du parcours d'un militant, il s'agit du titre « Je n'ai pas perdu mon temps » de Jean Marcenac, un poète surréaliste, communiste, qui a été chef de maquis dans le Lot pendant la Résistance, qui a été ensuite cofondateur des Lettres françaises à la Libération et qui a, au soir de sa vie, publié des mémoires classiques, pourrait-on dire. Un deuxième livre qui vient de sortir et qui s'appelle « Drôle de coco ». Il s'agit du livre de Patrick Braouzek, actuellement député-maire de Saint-Denis. L'auteur, toujours dans l'action politique, utilise l'autobiographie pour pousser un coup de gueule contre une gauche timorée et appeler à un projet d'avenir volontairement utopique. Toutes ces autobiographies sont reconnues et publiées. Et puis nous apprenons, avec l'ouverture des archives de Moscou, qu'il existe d'autres biographies, d'autres autobiographies, excusez-moi, des autobiographies imposées, secrètes, qui servaient à sélectionner les cadres du Parti communiste français. Alors, Claude Pentier, vous avez été parmi les historiens qui ont révélé le contenu de ces autobiographies. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? Oui, en effet, les cadres du Parti communiste français, à partir de 1930, ont été amenés à rédiger des documents autobiographiques qui sont non seulement un apport pour l'histoire, mais un apport pour la sociologie, puisque ces cadres racontent leur enfance, leur vie de couple, leur vie politique, les accords ou les désaccords avec le Parti communiste. Et avec Bernard Pudal, sociologue qui est présent sur ce plateau, nous avons fait une série d'articles, nous avons une série de travaux sur 500 autobiographies venant des archives de Moscou. Mais on est très loin d'ailleurs d'avoir vu la totalité de ces autobiographies. Il y en a plusieurs milliers. Et aujourd'hui, l'étude des autobiographies d'institutions se développe, mais aussi des autobiographies en général. C'est-à-dire qu'on est dans une période où, dans les lettres par exemple, Philippe Lejeune a développé toute une série, avec le Carme, une série de travaux sur l'autobiographie littéraire. Et donc, la comparaison entre ces autobiographies qui sont d'institutions et qui permettent en effet de sélectionner, qui permettent de repérer le niveau des cadres moyens et supérieurs du parti, et du coup d'en orienter certains vers des écoles, notamment vers l'école léniniste internationale à Moscou, de promouvoir un certain nombre de cadres, au contraire, de freiner l'activité d'autres, est un élément intéressant dans la réflexion de la nature du Parti communiste. À quelle époque étaient écrites ces autobiographies ? À partir de 1931, la commission des cadres se met en place en 1930. À partir de 1931, on écrit ces autobiographies, et on en écrit surtout beaucoup en 1937, dans un contexte qui est aussi en Union soviétique, celui des procès de Moscou, celui de la vigilance. Mais on continue à en écrire pendant la guerre, on en écrit après la guerre sous d'autres formes. Ce sont des autobiographies beaucoup plus administratives et qui laissent moins de place au développement, tandis que pendant la période de l'entre-deux-guerres, entre 1931 et 1938, le questionnaire étant donné mais n'étant pas imprimé, des militants peuvent faire des développements qui sont qui peuvent être plus longs, peuvent s'emparer de cette occasion, qui peut être une occasion unique pour eux de raconter une partie de leur itinéraire. Et on voit par exemple un Algérien comme Menouer consacrer 40 pages à son autobiographie. D'autres, au contraire... Il y avait 74 questions dans le questionnaire. Vous le publiez dans la revue Genèse,
74 questions auxquelles il fallait répondre. D'autres, au contraire, répondent de façon très télégraphique. Et d'autres refusent de répondre. Et certains refusent de répondre, comme Pierre Chalmette, par exemple, qui mène toute une polémique publique en refusant de répondre à ce questionnaire. Et qui dit ce que vous demandez là, dans un article qu'il publie en 1938 dans La Patrie humaine, ce que vous demandez là, ce n'est pas une autobiographie, c'est la renonciation de soi-même, c'est la soumission servile, c'est l'abdication totale de l'individu pour en faire une machine, un esclave, pire, un espion. C'est très dur. Oui, surtout qu'il y a eu des réticences. Mais là, elles sont peut-être tout à fait extrêmes, mais il y a eu des réticences de cadres ouvriers qui disaient « j'étais bien connu par la classe ouvrière parisienne », par exemple, c'est ce que dit Georges Maran. Donc, l'exercice autobiographique a pu provoquer des réactions diverses, mais il a fini par s'imposer comme une discipline et comme une nécessité. Et je crois qu'il y a moins de réticence quand on arrive dans la période 1944, jusqu'aux années 60. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous n'allons pas parler de ce type d'autobiographie. Nous allons parler d'une autobiographie dont nous avons le manuscrit, et je vais vous demander de présenter les invités que nous avons sur le plateau. Bien, alors donc Bernard Pudal, dont on a évoqué le nom tout à l'heure, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, et qui est auteur d'un ouvrage qui est devenu un classique maintenant, Prendre parti pour une sociologie du communisme, publié aux presses de la Fondation nationale des sciences politiques, et qui a travaillé aussi sur la sociologie de la lecture. Il vient de publier un ouvrage récemment qui est Histoire de lecteurs. Donc c'est un petit peu à la rencontre du militantisme et de la culture que se situent ces travaux. Et puis Gérard Belloin, eh bien, on ne va pas le présenter beaucoup parce qu'on va le découvrir au fur et à mesure de l'émission au travers de son autobiographie. Mais il a été d'abord militant, il a exercé des responsabilités en Touraine, dans l'Indre-et-Loire, militant du Parti communiste, ensuite directeur de l'école centrale du Parti communiste, et puis écrivain. Alors notamment, il a écrit une biographie de Renaud Jean dans une collection que j'ai eu l'occasion de suivre, et j'en parle toujours avec plaisir, parce que c'est un livre qui est fort intéressant. Très agréable à lire. Très agréable à lire, mais il avait déjà fait d'ailleurs une esquisse d'autobiographie dans Nos rêves camarades. Toujours est-il qu'il a toujours été à la fois militant et tenté par la plume et par l'écriture. Alors, Gérard Belloin, Claude Pentier m'a dit qu'il existait des autobiographies dans la norme, des autobiographies qui étaient un peu dans la distance, et d'autres qui étaient dans la dissidence. Vous vous situez où? Et je vous laisse démarrer le débat sur cette question. La question est un peu embarrassante. Moi, j'ai essayé de faire un bilan, et évidemment, avec le maximum de distance, je dirais, pour ne pas être trop injuste, ni à l'égard de l'institution dans laquelle j'ai milité, ni à l'égard de moi-même. Mais, je veux dire, c'est le besoin de faire le bilan d'une vie qui a été consacrée quand même, pour l'essentiel, au militantisme communiste, puisque j'ai été 36 ans membre du parti et 25 ans permanent. C'est le besoin de faire ce bilan qui m'a poussé à regarder d'aussi près que possible ce qui s'était passé, compte tenu que ce que j'avais pensé faire n'a pas été toujours obtenu dans le résultat. Bernard Messal, vous avez été un des premiers lecteurs. Bernard Pudal. Bernard Pudal, vous avez été un des premiers lecteurs de la biographie de Gérard Belloin, et tout de suite vous aviez été intéressé, profondément intéressé. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est tout à fait exact. Je crois que j'ai lu beaucoup d'autobiographies de membres du Parti communiste ou d'anciens membres du Parti communiste qui ont été amenés, comme Gérard Belloin,
à essayer de régler un peu leur compte avec leur passé. Et je pense que ce serait intéressant dans ce débat d'essayer de cerner un peu la spécificité du récit autobiographique de Gérard Belloin. Et peut-être qu'on peut, ça reprendra un peu la question un peu autrement, on peut peut-être partir d'un point de départ. Le point de départ, c'est qu'il existe au fond dans le communisme français, dans l'histoire du communisme français, une autobiographie qui a servi de prototype, de modèle, qui est évidemment l'autobiographie qu'a rédigée. Alors il y a un certain nombre de questions sur la question de savoir comment il l'a exactement rédigé, mais enfin peu importe, qu'a rédigé Maurice Thorez en 1937, qui s'intitule « Fils du peuple ». Et ça, c'est une autobiographie qu'on pourrait appeler une autobiographie de célébration, c'est-à-dire qu'il s'agissait de justifier, évidemment, à la fois soi-même et son engagement au sein du Parti communiste, et la légitimité, la validité de la ligne politique de ce parti, etc. Bon. Et grosso modo, depuis, l'espace des récits autobiographiques, il est occupé soit par des autobiographies qui sont des duplicata de ce modèle. Et c'est vrai que, peu à peu, au fur et à mesure que le communisme entre en crise, il y a toute une série d'autres autobiographies. Et ces autres autobiographies, je ne sais pas si Gérard Belloin sera d'accord avec moi, bon, on ne va pas s'amuser à les classer ici, disons qu'il y a des autobiographies qui sont des autobiographies de révélation, où on raconte des faits internes à l'histoire du Parti communiste, des choses qui s'inscrivent un peu dans ce qu'on pourrait appeler l'histoire complot, etc. Donc qui peuvent trouver un lectorat avide de connaître une histoire intérieure qu'on connaissait mal, etc. Il y a des autobiographies d'intellectuels qui, souvent, de mon point de vue, sont très insatisfaisantes parce que, assez curieusement, ces intellectuels ne parviennent pas à rendre compte des raisons, de leurs raisons d'adhérer au Parti communiste. Et il y a d'autres types d'autobiographies. Et l'autobiographie de Gérard Belloin, me semble-t-il, elle se caractérise par un certain nombre de traits. Et de ce point de vue-là, je tiens à vraiment souligner l'importance, pour moi, de ce récit autobiographique. Je trouve que c'est très rare d'avoir réussi ça. À première vue, Gérard Belloin aurait pu écrire un récit de Fils du peuple, puisque c'est son cas. Mais il aurait pu raconter une histoire du Parti communiste à travers son expérience, nous parler de Roland Leroy, de ses travers, etc. Il aurait pu utiliser son récit autobiographique pour faire l'histoire à nouveau du Parti communiste, un peu comme l'a fait Jean Chatron d'ailleurs d'une manière assez intéressante, dans une autre autobiographie intéressante qui s'appelle « Le vent soufflait devant ma porte ». Et ce qui me semble caractériser l'autobiographie de Gérard Belloin, c'est ce que je l'inscrirais dans une tentative qu'on pourrait appeler une autobiographie auto-analytique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réussit, moi ça me sidère, je trouve que c'est pas simple pour personne, mais alors en plus là c'était compliqué, quelqu'un qui réussit au fond à se prendre pour objet d'analyse et qui va essayer de raconter la même histoire que Fils du peuple, mais autrement. Donc c'est assez compliqué, on n'est plus dans la célébration, on est dans la compréhension. Et la première question que j'ai envie de poser à Gérard Belloin, c'est, je suppose que quand vous avez écrit votre manuscrit autobiographique, vous aviez une certaine connaissance de toutes ces autobiographies de Fils du peuple que vous aviez lu, relu, machin, etc. Donc les autres autobiographies, les autres types de récits, vous les connaissiez, et je suppose que quand vous écrivez votre récit, à la fois vous avez une certaine connaissance des autres et de ce que vous voulez faire de différent par rapport aux autres. Et est-ce qu'il y avait quelque chose de conscient, là, dans le sentiment que j'ai, du caractère relativement unique de ce type de récit? Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire, vraiment. J'ai essayé de montrer dans ce texte les raisons à la fois historiques, les raisons de circonstances, et les raisons intimes qui m'avaient conduit, moi, fils de petits paysans et d'ouvriers, de semi-prolétaires, comme on disait, en 1944, dans l'effervescence de la libération, avec aussi la culpabilité, bien qu'ayant 15 ans et demi, de ne pas avoir participé à la résistance, j'ai montré comment j'avais été conduit à adhérer au Parti communiste et comment j'avais trouvé au sein de cette organisation des éléments de satisfaction qui sont de l'ordre de se dévouer aux autres, d'inscrire sa vie dans une grande œuvre, une œuvre collective avec la promesse d'une autre société. Et j'ai aussi
trouvé au sein de cette organisation le moyen de développer des connaissances que je n'avais pas acquis sur les bancs de l'école que j'avais quitté à 13 ans. Donc, alors, bon, il y a eu tout cela et j'ai milité, je me suis dévoué, ce qu'ont fait beaucoup de jeunes à l'époque. Et sans doute parce que j'avais un certain nombre de... J'y croyais, que j'avais quelques aptitudes, j'ai eu assez rapidement des responsabilités importantes. J'ai été secrétaire de la section, ensuite bureau fédéral, comité fédéral, responsable du travail du parti à la campagne. Ensuite, donc j'ai dirigé l'école centrale du parti. Ensuite, on m'a affecté à la section des intellectuels, moi qui avais tout juste mon certificat d'études. Et j'ai continué à faire ce que j'ai fait depuis mon adhésion. C'est-à-dire que j'ai constamment lié le besoin de savoir, le besoin conformément d'ailleurs, lier ce besoin à l'action, conformément à l'ABC du marxisme, c'est-à-dire s'instruire, s'emparer de la théorie pour transformer le monde. Alors c'est peut-être ce qui... J'ai donc atterri en quelque sorte à la section des intellectuels comme adjoint de Roland Leroy. Et là, bon, j'ai rencontré le monde intellectuel, évidemment, puisque j'étais censé m'occuper de ce... Je ne suis pas censé, je m'occupais de ce secteur. Et là, j'ai fait une rencontre qui a modifié ma vie et qui est sûrement pour beaucoup, dans la façon dont j'ai travaillé cette autobiographie, j'ai rencontré la psychanalyse. Donc j'ai été 7 ans en analyse. C'est quand même un bail, vous me direz, à raison de 2 à 3 séances par semaine. On commence à regarder ce qui s'est passé en soi, et c'est peut-être ça qui a été déterminant dans la façon dont j'ai pu introduire la distance, puis reconstituer les enchaînements à la fois historiques et psychologiques qui avaient fait que j'ai milité dans ce parti et j'ai accepté aussi dans ce parti l'inacceptable. Parce que j'étais un stalinien tout à fait ordinaire, mais un stalinien quand même. Bon, et quand la crise du programme commun est arrivée, là, je n'en pouvais plus, parce que j'avais pris grâce à l'analyse, mais ne confondons pas les deux ordres de réalité, la réalité psychique et la réalité sociale. Mais j'avais, à ce moment-là, pris, je veux dire, renforcé suffisamment ma personnalité, si je puis dire, pour ne plus accepter d'avaler toutes les couleuvres qu'on voulait nous faire avaler. Je crois que ce serait peut-être là qu'il faudrait essayer de chercher l'originalité de ce travail. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Je pense effectivement aussi à la lecture du texte, que la posture analytique, au sens psychanalytique du terme, a été un élément. Mais je crois qu'il faut quand même dire que, enfin pour ceux qui éventuellement écouteraient l'émission, que vous ne psychologisez pas outrancièrement votre récit. Et moi d'ailleurs, ce qui m'intéresse évidemment comme sociologue, c'est justement qu'on n'a pas une réduction psychologique de l'adhésion au stalinisme comme pathologie de certains qui seraient conduits à se dévouer à un appareil parce qu'ils auraient une pathologie qui les prédisposerait à cela. On n'a pas du tout ça. Mais par contre, on a quelque chose qui est effectivement homologue ou analogue à ce qui se passe en psychanalyse, et qui pose un problème sur lequel j'aimerais bien avoir éventuellement quelques éléments de réponse, qui est l'énorme travail que vous avez fait pour reconstituer les représentations
représentation que vous faisiez à chaque étape de votre vie du monde social. Par exemple, ça commence assez classiquement par une tentative de remémoration des perceptions que l'enfant que vous étiez pouvait avoir, par exemple, de la classe ouvrière ou de la paysannerie à travers le prisme familial, mais aussi des logiques de domination que vous aviez pu percevoir enfant dans cet univers-là très très précis, dans ce microcosme, logique de domination qui passait par exemple par une personne, je ne me souviens plus son nom, qui était domestique, etc. Et donc il y a tout un travail de remémoration que je trouve, moi personnellement, assez convaincant, des représentations successives qu'un enfant se fait du monde, qu'ensuite il se fait de l'école, que progressivement il se fait de la culture et de la politique, de l'histoire, etc. Et c'est dans ce travail de remémoration que s'inscrit l'origine d'un engagement et ses raisons d'être, et aussi sa façon d'être. Il me semble que c'est un peu ça. Alors, j'ai quand même une question à ce propos. Enfin, si ma description du projet est fidèle, enfin, vous paraît correspondre à ce que vous pensez avoir fait, j'ai une question, c'est, on peut toujours se dire, c'est tout le problème de la remémoration. C'est-à-dire qu'on peut se dire que 40, 50, 60 ans après, quelle garantie peut-on offrir au lecteur, je dirais, de la qualité, entre guillemets, de ce travail de remémoration. Moi, il m'a convaincu, il me paraît assez vraisemblable. En même temps, on ne sait pas sur quoi il repose. C'est-à-dire, on sait les uns et les autres que la mémoire est sélective, que la mémoire est évidemment liée à des enjeux du présent. C'est-à-dire c'est au présent que j'ai intérêt à me souvenir de telle ou telle chose, de reconstruire, etc. Et donc, alors c'est vrai, c'est pour ça que je crois que la posture analytique est importante, auto-analytique au sens psychanalytique, parce que déplacée sur cette question, elle peut permettre quand même d'habituer un espèce de travail de reconnaissance de soi enfant comme étranger, dans une certaine mesure, un étranger qui vous habite, mais qu'il faut savoir accepter comme étranger en soi, enfin, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est très bien dit. Donc voilà, ma question c'est... est-ce qu'il y a eu, par exemple, une évolution dans le travail d'écriture? Est-ce que la remémoration s'est faite progressivement, quelque chose comme ça? Oui, il n'y a pas de... Vous parliez de garantie, il n'y a pas de garantie d'authenticité. Il faudrait être bien prétentieux. C'est le travail d'écriture. C'est d'essayer de reconstituer avec la part de tout ce que vous avez dit, d'arbitraire, disons. On écrit dans le présent, et on écrit dans une certaine posture, ça c'est vrai, mais je vais encore parler d'analyse, mais l'analyse apprend, si elle apprend quelque chose, c'est à ne pas tricher, à éviter de trop tricher en tout cas, parce qu'on sait que si on triche, on finit toujours par le payer. Alors, bon, j'ai essayé de ne pas tricher. J'ai bâti ce qui est une fiction. Toute écriture, tout travail d'écriture, toute œuvre d'écriture est une fiction. Mais d'une part, il y a cette distance prise grâce à l'analyse et le fait d'être dans une certaine mesure étranger à soi, pouvoir se regarder un peu de manière décentrée. Mais il y a aussi tout ce que j'ai appris. Parce qu'il y a aussi j'ai essayé de mettre en œuvre des connaissances historiques, sociologiques. Je me suis beaucoup servi même si elles ne sont pas transcrites telles quelles dans le texte, elles sont sous-jacentes. Je veux dire, quand je parle des conditions de la paysannerie, je fais dans cette région, je ne fais pas seulement appel à des souvenirs d'enfants. J'ai lu des bouquins sur la paysannerie. Donc, il y a ce travail. Je peux guère en dire plus. Et puis, il y a les références historiques. J'essaie à chaque moment de resituer mon histoire dans le cadre, en faisant référence aux événements qui se sont produits à ce moment-là. J'ai quand même retrouvé, et
quelqu'un qui veut faire un travail d'écriture peut le retrouver aussi. J'ai retrouvé la manière dont j'avais appréhendé à l'époque, grosso modo, les traits les plus essentiels. C'est d'ailleurs une écriture que vous avez prolongée pendant plusieurs années, et sans vous précipiter pour la publication, mais là, le livre va être publié dans l'année qui vient, et donc on le découvrira avec plaisir. A-t-il déjà un titre? Pour l'instant, pas encore. Il a des hypothèses. Il y a des hypothèses. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, et on va donner la parole à Amélie Brun pour le courriel. Alors, cette émission sur les autobiographies et le mouvement ouvrier nous a permis de faire la connaissance de Gérard Belloin, donc, qui va bientôt publier ses mémoires, dans l'année qui suit, je crois, et puis de Bernard Pudal. Alors, il faut savoir que ce dernier organise avec Claude Pentier, mais aussi avec Bruno Groppo et Jacques Giraud, depuis 1997, un séminaire sur territoire et militants communistes, approche plurielle et comparée. Donc, ces 4 chercheurs qui travaillent sur le communisme ont déjà reçu des politistes, des sociologues et des historiens, qu'ils soient français et étrangers, et ils sont venus un petit peu présenter leurs travaux. Un séminaire qui se tient 9 rue Malher. Voilà, exactement. Donc les prochaines séances de l'an 2000 vont traiter de sujets comme les ouvriers soviétiques et le régime dans les années 20 et 30. Je crois que c'est Jean-Paul Depréto qui va venir parler un petit peu de ça. Et puis Jacques Giraud viendra au mois d'avril parler des enseignants communistes. Mais si vous voulez un programme plus détaillé, dans le book, tout est disponible. Alors dans le cadre du Métron, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, on nous a signalé la création d'une association qui vient de se créer début décembre dans la région PACA, qui s'appelle Provence, Mémoire et Mouvement ouvrier. Le président, c'est Robert Mancherini, et elle vise essentiellement à développer l'histoire des acteurs du mouvement ouvrier dans cette région. Donc si jamais vous habitez la région PACA et que vous êtes intéressé par les acteurs du mouvement ouvrier, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous transmettrons leurs coordonnées. Enfin, un petit coucou à Bernard Bessa qui vient de sortir une cassette qui s'appelle « Écoutez Serge Ugeroyo, les musiques de la vie ». Donc on tenait à le signaler, ça vient de sortir et on vous le conseille, voilà. Alors, la prochaine émission aura lieu le 13 janvier de l'an 2000. Elle aura pour titre « Comment les ouvriers voyaient le XXe siècle ». Et nous allons avoir comme invités Jean-Louis Robert et Michel Pigenet. Claude Pentier, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur cette émission? Michel Pigenet, qui nous diront comment les ouvriers, et comment plus largement le peuple, voyaient le XXe siècle. Et donc avec un regard sur la famille, un regard sur le monde du travail, une émission qui est tout à fait intéressante. Et qui fait suite d'ailleurs à des travaux qui ont été, et à un colloque qui s'est tenu au musée Albert Kahn. Oui, un colloque qui s'est tenu au musée Albert Kahn avec des interventions très diverses. Et d'ailleurs, le musée Albert Kahn est lui-même un lieu un petit peu d'utopie, de projection, puisqu'Albert Kahn a financé toute une série de photographes pour partir de par le monde, photographier des situations sociales et géographiques diverses. Alors donc, merci à Bernard Pudal d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à Gérard Belloin, dont nous attendons maintenant la publication du manuscrit. On aura donc le titre bientôt aux éditions de l'Atelier en l'an 2000, alors vers le mois de septembre, je crois. Merci à Michael et à Françoise et à toute l'équipe de Canal Web. Merci à Claude Pentier et Amélie Brun. Et comme c'est notre dernière émission pour l'an 2000, comme les journaux sont pleins du mot « avenir », je voudrais rapporter une formule de nos amis Kanak qui est publiée dans une petite revue que peu de gens connaissent, qui s'appelle « Construire les loyautés ». Il s'agit des loyautés, des îles Loyauté, Ouvéa, Lifou et Marais. Et je relève, concernant l'avenir, une formule « Rappelons-nous toujours que nous empruntons l'avenir à nos enfants ». Ce qui nous fait penser, Bernard Bessa, qu'on attend là aussi ton film sur les Kanaks. On espère avoir bientôt la cassette de ces... Combien de temps? Ça fait 10 ans que j'y travaille. 10 ans que tu travailles, que tu mènes des entretiens avec les acteurs, avec les témoins. Eh bien, merci. Aujourd'hui, je crois que je n'ai pas encore fait mon autobiographie, mais peut-être qu'un jour, grâce à l'aide de Gérard... C'est très long. C'est très long. Bon, eh bien, ciao, ciao les internautes, et à l'année prochaine.